Bonjour ou rebonjour à toutes et à tous. Nous continuons notre journée de recherche sur les éclairages scientifiques proposés par les enseignants-chercheurs des IAE sur les transitions environnementales et sociétales. Donc, nous avons eu une demi-journée très riche ce matin avec 6 contributions et des échanges très intéressants et très denses sur déjà de nombreux sujets. J'ai essayé de faire en sorte qu'il y ait un cheminement d'articulation entre les contributions relativement logiques. Nous reprenons cet après-midi avec 5 contributions. Nous aurons 5 contributions émanant d'enseignants-chercheurs. Nous allons commencer avec le professeur Arnaud Stimek de l'IAE de Nantes. Nous aurons ensuite des intervenants de l'IAE de Tours, de l'EM Strasbourg. Je ferai moi-même une présentation. Je représente donc Toulon et nous aurons un binôme de collègues de Toulouse qui terminera la présentation. Donc, je vais laisser la parole à Arnaud Stimek qui va nous présenter un travail exploratoire dans le champ des sociétés à mission sur les relations entre les sociétés à mission et la RSE. C'est à vous, Arnaud. Voilà, bonjour, merci de votre attention. Donc effectivement, je vais vous parler de l'articulation entre mission et RSE, qui est un sujet sur lequel beaucoup de monde se perd un petit peu, inclus dans le champ concerné depuis la création de la qualité de société à mission, sur laquelle je reviendrai un petit peu, voilà, ponctuellement. Tout part de la loi Pacte, en 2019, qui a deux effets qui nous intéressent, hein. Le premier, c'est en quelque sorte l'inscription de la RSE dans la loi, en disant que finalement toute société doit considérer les enjeux socio-environnementaux. Alors bon, il n'y a pas de sanctions, il n'y a pas de grande précision, mais enfin quand même, on pourrait imaginer que si on montrait qu'une entreprise, une société n'a pas considéré les enjeux socio-environnementaux, en tout cas, elle ne respecte pas la loi. Voilà. Surtout, cette loi Pacte permet d'ajouter deux étages. Un étage raison d'être, donc bon, sur lequel il a déjà été montré que c'est en général un petit peu, comment dire, ça a été d'une utilisation, on va dire, un petit peu fantaisiste, mais plus sérieusement, la possibilité d'avoir la qualité et non pas le statut, hein, la qualité de société à mission. C'est-à-dire d'inscrire une mission dans les statuts et en lui donnant une valeur égale à l'objectif lucratif qui lui-même peut être dans les statuts. Vous voyez là ici, alors je suis désolé, hein, comme je suis un peu enrhumé, donc je vais essayer de pas trop nuire à la qualité du son. Vous voyez que donc la définition qui est donnée ici, c'est l'idée qu'on peut inscrire dans les statuts, donc une raison d'être, mais elle-même prolongée d'objectifs statutaires, donc inscrits dans les statuts, donc ayant une force juridique, hein, c'est ça qui est important, et qui correspondent à des objectifs sociaux et environnementaux que la société se donne pour mission de poursuivre dans le cadre de son activité. Vous voyez que j'ai mis activité en rouge pour insister sur l'importance de cette notion sur laquelle on va revenir effectivement dans quelques instants. Vous voyez tout ça rapidement, hein, pour situer les différentes manières de penser la RSE. Vous avez le cadre de la RSE strictement volontaire avec référentiel propre, c'est-à-dire en gros je raconte une histoire qui peut être d'ailleurs du greenwashing ou du social washing. J'ai mon rapport RSE, j'ai mon site RSE si j'ai la taille voulue. Je peux éventuellement prolonger ce cadre volontaire par des référentiels exogènes, c'est-à-dire les labels, les certifications, etc. Et puis, je peux être dans un cadre contraignant. J'entends par contraignant, parce que vous voyez bien, un label, il est contraignant une fois que je l'ai choisi, mais enfin, je peux renoncer à un label à tout moment. Certains en ont suffisamment pour. Donc, en fait, je suis pas obligé, en général, d'avoir recours à un label. Ce qui devient plus contraignant, c'est quand, par exemple, je suis soumis du fait de ma taille ou du fait de l'exigence de gros clients à des logiques de notation, d'évaluation de rapports, éventuellement B2B, etc. Dans le cadre dans ce qui nous intéresse ici, je suis bien sur un référentiel propre, mais je l'ai mis dans mes statuts. Donc, une fois que j'ai mis dans le statut, c'est contraignant parce qu'on peut pas revenir en arrière très facilement. C'est-à-dire que il y a une assemblée générale extraordinaire.
Donc il faut les 2 tiers en général pour effectivement l'inscrire et le désinscrire des statuts, bah, c'est le même chemin. C'est éventuellement, on peut d'ailleurs quelque part protéger cette mission en gardant une minorité de blocage. Ça peut être le cas notamment dans la cession d'une entreprise, en faire en sorte qu'il y ait une fondation entreprise qui garde une minorité de blocage ou une coalition qui la garde. Voilà. Donc en gros le cadre dans lequel on s'inscrit par rapport à ça. Et dans ce cadre-là, alors là, le document que je vous montre là est un petit peu indigeste, mais je vais le commenter. Il y a une confusion et des questions qui se posent beaucoup dans le champ entre mission et RSE. Est-ce que la mission, c'est un morceau de la RSE? Est-ce que c'est plus que la RSE? Est-ce que la RSE est un morceau de la mission? Comment ça s'articule? Et en fait, il y a énormément de confusion. Donc, la loi Pacte elle ne se prononce pas très clairement sur cette question, hein. Elle pose la RSE comme une obligation de moyens et elle pose la mission comme quelque chose qui est facultatif. C'est-à-dire, je suis pas obligé d'être une entreprise à mission, ou plus exactement une société à mission. On a une vieille littérature que l'on doit à Drucker, qui est la notion des énoncés de mission. C'est un truc qui a été à la mode dans les années 70-80, les fameux mission statements. Et donc là, les entreprises pouvaient effectivement librement, voilà, c'était un truc recommandé, d'écrire un texte de mission qui soit une sorte de boussole, etc. Alors, ces énoncés de mission ont été critiqués parce que même si, bon, ils parlaient souvent d'un peu de RSE avant l'heure, mais évidemment, c'est une affirmation, c'était pas dans les statuts, donc en fait, les promesses n'engagent que ceux qui le reçoivent, hein, voilà, d'une manière générale. Et donc, il y a eu tout un travail dans le cadre de la théorie de l'entreprise, hein, donc de l'école des mines, avec, vous voyez, tous les travaux que vous connaissez peut-être, Collège des Bernardins, voilà, Blanche Grestin, Armand Hatchuel, etc., qui a pour but de réfléchir finalement à partir de travaux initialement sur l'innovation, sur la notion de mission comme étant un pilier et ce qui amène effectivement à une dichotomie, hein, que je simplifie légèrement, mais de dire voilà, la RSE dans ce cadre-là, c'est travailler sur les externalités négatives et les minimiser et faire attention aux parties prenantes. Là où la mission, c'est un projet collectif, hein, un purpose, quoi, qui porte sur le futur désirable, ce que Armand Hatchuel appelle l'inconnu désirable, et ça rend compte quelque part aussi du rôle politique de l'entreprise sur des questions d'intérêt collectif. Voilà comment les choses sont un petit peu posées. Euh, Cette approche-là est assez bien relayée par la communauté des entreprises à mission qui, effectivement, dit à peu près la même chose avec ces mots. Et donc, ça, c'est ce qui ressort quelque part un peu en théorie. Mais maintenant qu'on a un peu plus de 2000 sociétés à mission en France, la question était de voir, bah, en fait, en pratique, comment ils articulent mission et RSE et comment s'articulent les deux. Le terrain sur lequel j'ai travaillé, c'est d'une part les 50 premiers rapports de mission qui sont sortis, donc qui sont des documents qui rendent compte effectivement de l'activité, puis des entretiens avec 24 managers de mission, des échanges aussi évidemment nourris avec la communauté des managers de mission de la SEM, et puis une participation à 5 comités de mission, qui est un des organes, hein, avec l'audit de l'organisme tiers indépendant qui accompagne la qualité de société à mission. Alors le premier élément qui ressort de ces travaux, hein, sur lesquels en tout cas je voudrais attirer votre attention, c'est que en codant finement les missions, c'est-à-dire les textes, hein, les textes ils sont publics. Les textes de mission, vous les trouvez au greffe des tribunaux, pardon, vous les trouvez sur le site de la communauté des entreprises à mission, dans l'observatoire, et on se rend compte quand on regarde ces textes que certains sont ce que j'appelle spectre large, hein, d'où vous voyez cette espèce de tuyau d'arrosage qui arrose très très largement. C'est-à-dire vous avez un texte qui, en général, va toucher un maximum de segments qui sont traditionnellement dans la RSE et qui mettent en avant des vertus désirables, hein. Je ne mets pas du tout en doute d'ailleurs l'engagement sincère à ce moment-là, avec d'ailleurs des choses qui parfois pourraient être presque transposables d'une entreprise à une autre. C'est-à-dire on pourrait tout à fait prendre cette mission et la mettre sur n'importe quelle entreprise et ça marche. Là où d'autres textes de mission sont beaucoup plus singuliers, spécifiques, liés à l'activité. Et parlent d'une manière singulière d'exercer l'activité sans vouloir couvrir tous les champs de la RSE. Et c'est ce que donc j'appelle les missions cœur d'activité, hein. Donc elles sont plus focalisées, plus précises, plus en profondeur,
et elles ne disent pas spécifiquement ce que l'on fait en RSE par ailleurs. Voilà. Donc ça, c'est une première distinction qui est ressortie, enfin qu'on a essayé d'objectiver, donc avec évidemment, enfin comment dire, on a utilisé des évaluations par codeur, voilà, pluriel ou anonyme, etc., selon les cas. Donc voilà, je ne sais pas si cette distinction est claire. Vous me reposerez la question derrière, mais si vous voyez, vous vouliez avoir un petit peu plus de précision, parce que la mission, c'est une raison d'être et des objectifs statutaires. En général, vous voyez, on pourrait avoir en spectre large une raison d'être, c'est, je caricature en mode un peu slogan, mais contribuer à un monde meilleur. Vous voyez, donc ça parle pas du tout de mon entreprise, ça peut parler de n'importe quelle entreprise. Hein, voilà. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve très souvent dans les raisons d'être seules qui ont été mises suite à la loi Pacte. On a des choses tout à fait sympathiques, mais assez abstraites. Et les objectifs statutaires qui découlent de ces missions de spectre large, je pense, sont eux-mêmes un petit peu en patchwork, quoi, voilà, de manière générale. Là où, dans le cœur d'activité, effectivement, on a des choses qui vont au-delà de la prise en charge des externalités, mais traduisent un projet particulier par rapport à la mission. S'il fallait donner des exemples, hein, j'aurais pu d'ailleurs comparer, c'est pas pour alimenter la guerre entre les deux crédits mutuels, hein, mais Alliance Fédérale et Arkea. Et d'ailleurs, il n'y a pas de jugement de fond sur Crédit Mutuel et Alliance Fédérale, mais vous voyez là, sous les yeux, vous avez la raison d'être, les objectifs statutaires de Crédit Mutuel, Alliance Fédérale. C'est très large. Si on n'avait pas a priori confiance dans cette organisation et dans son sérieux, on se dirait, il se moque un petit peu de nous. Hein, parce que vous voyez que ce sont des choses, on ne comprend pas trop ce que ça veut dire, on a l'impression que ça engage à rien. Alors bien entendu, hein, ces objectifs statutaires sont reliés par des objectifs opérationnels et c'est ceux-là qui sont évalués et ils vont être précis. Mais vous voyez que ça ratisse très très large. Là où si je prends par exemple le slip français, mais je pourrais avoir dans l'habillement Fago aussi par exemple, où il y a une ambition propre au secteur du textile, propre à leur métier qui est de fabriquer et vendre des habits, de faire changer des choses, et peut-être pas tout d'ailleurs, de se dire, bah voilà, on va s'attaquer aux émissions de CO2, on va s'attaquer à l'eau, et on veut entraîner politiquement tout le secteur dans une modification des pratiques et des habitudes. Voilà, donc ça, vous avez bon exemple de différenciation entre les deux. Alors, vous voyez, si on considère cette distinction speclage cœur d'activité, bah, quand on analyse les 50 rapports de mission, on voit qu'il y a des différences. Par exemple, pour les spectres larges, sur les preuves hein, qui sont mises dans le rapport, bah, on a plus de preuves dans les cœurs d'activité, on a aussi plus de membres externes, et puis c'est plus souvent des PME, voilà, de manière générale. Et puis, là, ça, c'est des éléments qui sont pas dans l'article sur lequel je m'appuie, mais que je vous propose aussi de partager. D'une manière générale, grâce à Ecovadis, on a pu établir que d'une manière générale, être société à mission, c'est pas du vent dans le sens où alors que Ecovadis ne le savait pas, ne savait pas qui était société à mission, elles ont, qu'elles soient spectrage ou cœur d'activité, un score RSE meilleur que l'ensemble de leur base de données. Hein. Ils ont 15 156 entreprises dans leur base au moment où moi j'ai fait l'étude. Et vous voyez, les spectres larges ou les cœurs d'activité ont plus de points. Et alors, sans surprise, même si c'est décevant, bah, les spectres larges ont une meilleure note. Et ils ont une meilleure note forcément puisqu'elles arrosent plus large et qu'en fait, une notation RSE ne vise, enfin, à partir d'un certain seuil, ne vise plus tellement la profondeur, mais vise simplement le fait de bien cocher les cases avec des preuves d'impact dans suffisamment de champs. Voilà, quelques éléments que je voulais vous livrer. Donc, ça c'est vous voyez bien, ça c'est la première dichotomie qui va fonder un peu la typologie que je vous présente là, c'est-à-dire spectre large, cœur d'activité, d'accord? Donc ça permet de classer les différentes sociétés à mission. Et puis il y a une autre dichotomie là qui ressort vraiment des entretiens, c'est est-ce que finalement les managers de mission, c'est-à-dire les personnes qui portent l'activité de mission, considèrent qu'il y a fusion entre RSE et mission, ou est-ce qu'ils considèrent qu'il y a différenciation, hein? Et donc là, je vous donne deux verbatims qui indiquent la fusion, mais évidemment, il y en a voilà, d'autres qui considèrent qu'il y a différenciation. Et ça nous mène à ce document, enfin ce petit tableau hein, qui correspond à la typologie que voilà, je vais défendre là maintenant. Donc, si vous êtes
en dominante RSE, hein, donc spectre large, et fusion, vous avez ce que j'ai proposé d'appeler la mission porte-greffe. C'est-à-dire que si vous vous intéressez à la vigne, un porte-greffe, hein, ça permet effectivement de greffer dessus un certain cépage, protégé du phylloxéra grâce à ce porte-greffe, et donc ça permet de protéger, là en l'occurrence, donc l'intention de RSE de l'entreprise en la mettant dans les textes et en la rendant quelque part un peu obligatoire. Hein. Mais on est bien dans de la RSE et donc les personnes le défendent en disant voilà, c'est un niveau supplémentaire d'engagement en matière de RSE. D'accord? Donc il n'y a pas de transformation en tant que telle, ni de l'entreprise, ni de la démarche, mais on lui donne un engagement supplémentaire, on la protège, on l'inscrit dans les statuts, donc on renforce la RSE. Qui peut se traduire dans le cas de la différenciation, mais toujours spectre large, par une logique qui consiste à développer la mission comme étant une RSE ciblée et approfondie. C'est-à-dire que là encore, on n'est pas tout à fait sur une mission au sens théorie de l'entreprise, mais on est sur aller plus loin sur un certain nombre de sujets de RSE qui sont toujours dans un spectre large, mais qui ne couvrent pas tous les sujets. Et là, on nous dit, voilà, typiquement, hein, les objectifs qu'on a pris, c'est sur nos enjeux RSE prioritaires, hein, dit un manager de mission. Donc, vous voyez bien la différence entre les deux, hein, où là, effectivement, c'est notre RSE avancé qui est dans la mission. D'accord? Voilà. Quatrième cadran, enfin troisième cadran, pardon, qu'on a plus souvent dans des PME, à nouveau dans la fusion, là, c'est des PME qui, compte tenu de leur taille, n'ont pas de vraie politique RSE de toute façon, même s'il y a des pratiques de RSE, hein, il n'y a pas de responsable RSE à temps plein, même à temps partiel. Là, dans ce cas-là, la RSE est embarquée par la mission, c'est-à-dire on est sur notre activité, on veut être engagé, on veut avancer, et bah ça entraîne des sujets collatéraux qui sont du champ de la RSE et ça nous amène à bouger. Donc, là, dans ce cas-là, on est dans le contraire de ce qu'on avait vu avant, c'est-à-dire que la RSE est une sous-partie de la mission. C'est la mission qui est l'élément global qui embarque le tout. Et puis, dernière catégorie qui émerge, c'est une situation plutôt dans des grandes entreprises parce qu'il faut en avoir les moyens, où il y a une autonomie des deux démarches. Il y a une démarche RSE et puis il y a une démarche mission, considérées comme complémentaires l'une de l'autre, articulées, et donc où on retombe là à peu près sur les définitions théoriques voilà, du champ de la théorie de l'entreprise qui était développée avant. Hein, c'est-à-dire qu'effectivement, la RSE couvre nos externalités, nos impacts globaux, là où la mission correspond à notre voilà, projet politique engagé en lien avec notre activité. Voilà, un peu rapidement peut-être, mais je pense avoir tenu le temps globalement. Les projets, évidemment, on pourra prolonger par des questions en fonction voilà, des éléments que vous avez, qui vous ont interpellé, retenu, ou qui peut-être, comme je suis allé un petit peu vite, peut-être pas évident si vous n'êtes pas très familier avec ce cadre. Voilà, merci. Merci de votre attention. Ben, merci beaucoup, Arnaud. Donc, oui, c'est effectivement un travail très intéressant. C'est un travail de portée plutôt théorique au départ, à moins que vous ayez déjà des prolongements plus opérationnels. D'abord, c'est pas une portée théorique dans la mesure où c'est vraiment un travail empirique, justement, puisque j'ai beaucoup de matière empirique et c'est à partir de matière empirique que ça a été fait, hein, comme je l'ai annoncé, mais aussi parce que le fait de pouvoir repérer qu'il y a cette typologie nous permet de mieux comprendre ce que l'on fait de la mission et vous voyez, il y a des impacts très concrets en termes. Par exemple, si vous êtes une société d'évaluation, vous voyez que spontanément, il est plus facile d'avoir une bonne note RSE quand vous êtes spectre large que quand vous êtes cœur d'activité. Forcément, parce que vous cochez de plus de cases. Vous voyez, ce serait un peu Oui, l'exemple de l'élève qui est bon en maths, qui est très bon en maths, mais qui s'occupe moins des autres matières. Donc peut-être à un moment donné, on va lui dire, bah oui, mais là, tu as un 7 sur 20 en français, c'est éliminatoire. Alors qu'en maths, il est vraiment très très bon, il a 18, 19, 20, d'accord? Donc, donc effectivement, d'ailleurs, peut-être que même dans l'évaluation RSE, on va évaluer ma valeur en maths jusqu'à 14 sur 20, mais après,
ça fait pas partie des attendus. Donc en gros, quelque part, si je veux, je perds mon temps si je voulais avoir juste une bonne note RSE. Donc en fait, en la manière d'évaluer, d'appréhender les sociétés à mission, bah effectivement, le fait qu'il y ait une mission change la donne, et le fait qu'il y ait une mission cœur d'activité devrait être évalué différemment. C'est-à-dire que on devrait m'évaluer sur vraiment les éléments que j'ai mis en lien à mon activité avec une certaine attention, parce que sinon, effectivement, il peut y avoir une forme d'inéquité, quoi. Je sais pas si ce que je dis est clair, mais Oui, 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 très clair. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a des personnes qui ont levé la main. Alors, j'ai pas le visu. Si vous ouvrez vos écrans, ça sera plus facile parce que là, je vois des noms, des micros fermés et j'ai vu des mains qui se promenaient puis elles ont disparu. Il me semblait que des personnes avaient levé la main. Ah, ce sont des applaudissements. D'accord. Alors oui, c'est Hmm. gentil d'applaudir. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces sociétés à mission? Donc, Charlotte, oui, Charlotte. Oui, bonjour. Alors, moi, je vais avoir du mal à allumer ma caméra parce que je suis pas dans un endroit trop adapté et le réseau est pas parfait, mais je vais quand même poser ma question. Merci pour cette présentation. J'entends bien. Je me pose la question, ce qui va motiver une entreprise à, si elle doit choisir, est-ce qu'elle va, d'un point de vue, on va dire, démarcation commerciale, est-ce qu'elle n'aurait pas tendance à aller plus dans la RSE parce que c'est davantage connu, on a l'impression que ça crée aussi une marque employeur, plus qu'une société à mission. Voilà, je voudrais votre avis sur ça. Oui, merci. Alors effectivement, d'abord, d'un point de vue théorique, on devient société à mission non pas pour le label ou l'effet marque, mais parce qu'on veut créer une transformation de l'intérieur. Mais bon, ça, voilà, ça c'est la partie un peu théorique. J'ai travaillé par ailleurs sur la notion de marque employeur et mission. Il y a un article qui va bientôt sortir là dans la revue de gestion des ressources humaines là-dessus. Euh, alors on a des effets paradoxaux parce qu'en fait la notion d'entreprise à mission comme label, entre guillemets, même si c'est pas un label, mais si on le prend comme label, est assez peu connue. Et même on a été travailler avec des alternants qui sont restés 2 ans dans une entreprise à mission. En gros, si je caricature un peu le propos, ils disent, putain, c'est super, mes parents m'avaient dit, m'ont dit, mais franchement, une entreprise comme ça n'existe pas, etc. Enfin, bref, ils sont ravis, globalement. Ils ont une expérience extrêmement positive et au-delà même, et leur entourage les conforte dans le fait que c'est extraordinaire. Mais quand on leur demande à la fin, bon, mais alors du coup, là, après votre alternance, est-ce que vous allez privilégier d'aller dans une société à mission, enfin une entreprise à mission pour prendre le sens courant? Ils disent, bah, pas forcément, parce que je me ferai mon avis, je verrai bien, etc. Donc en fait, il n'y a pas forcément un transfert évident de la qualité de société à mission en tant que telle, comme pourrait avoir un label qui est un petit peu le vent en poupe. Voilà, donc on a un peu un paradoxe qui est pas évident en tant que marque employeur. Alors en même temps, on a conduit par ailleurs une expérimentation et en même temps, en dehors de ça, malgré tout, la notion de mission quand même plaît, attire et donne quelques points de marque employeur aussi. Vous voyez, donc les effets peuvent être ambivalents. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport aux travaux de Arnaud? Oui, on peut bien poser aussi une question. J'ai retenu de l'éthique que parfois c'est plus efficace d'avoir une définition large plutôt que étroite avec des règlements précis, avec des comportements précis à avoir. Est-ce que vous retrouvez ça en fait? C'est-à-dire que il vaut mieux pas préciser, définir l'entreprise à mission avec des tas de petits critères, mais plutôt un état d'esprit, quelque chose de plus général. En fait, merci hein, parce que ce que vous dites est intéressant. Effectivement, on pourrait aller dans votre sens, sauf que là, en fait, on est sur un axe un tout petit peu différent. C'est-à-dire qu'en gros, on pourrait tout à fait être large, mais large sur quelque chose qui concerne mon activité, ou large sur quelque chose qui est
large dans le sens où ça va même au-delà de mon activité. Et effectivement, là, enfin, ce qui ressort un peu des données, c'est que malgré tout, quand ça concerne mon activité, ça m'interpelle dans ce sur quoi j'ai de l'expertise et dans ce sur quoi je peux agir. Et c'est pas du tout la même chose que, vous voyez, si on parle de sujets comme la paix dans le monde, la faim, la biodiversité, bon, on peut avoir des gestes tout à fait élégants, mais enfin, on a un impact tout à fait. On peut donner 1 euro pas de chiffre d'affaires, 1% de chiffre d'affaires pour planter des arbres, tout ça. Mais c'est formidable. Mais en gros, ça ne dit rien de mon activité. En revanche, je peux exercer mon activité autrement. Vous voyez? Et donc, on peut avoir quelque chose qui est large, c'est-à-dire d'application générique un petit peu large, mais en même temps précis, c'est-à-dire qui me ramène à ce sur quoi j'ai prise. Et j'ai prise sur quoi, sauf à être dans le mécénat ou dans le don, ou etc. Bah, j'ai pris sur mon activité. Voilà. Et donc j'aurais tendance plutôt à défendre l'idée que on a quand même intérêt enfin, la mission d'une entreprise ou la raison d'être d'une entreprise, c'est pas forcément d'être un acteur politique qui veut sauver le monde, mais c'est déjà de balayer devant sa porte, comme on dit vulgairement. Merci. Je vois une main, Coralie Valdebouze. Oui, bonjour. Bonjour. Merci pour votre intervention. J'avais une question concernant justement la mission de l'entreprise. Vous disiez tout à l'heure qu'il y a des entreprises qui ont choisi une mission très large. Et dans ce cas-là, comment et qui évalue si l'entreprise reste ou pas dans la mission qui a été définie? Et quelle est la contrainte? Est-ce qu'il y a une pénalité juridique, financière ou quoi que ce soit si jamais il est attesté que la mission n'est pas respectée? Ouais. Alors, merci parce que bon, aujourd'hui, on est dans une phase où 6 ans après la loi Pacte, il peut être question, si un jour on a un gouvernement stable, de un petit peu enfin, comment dire, actualiser un peu les textes. Et effectivement, il y a un enjeu puisque globalement, enfin, il y a la plupart des 2000 et quelques entreprises à mission, sociétés à mission, le font avec sincérité et engagement, mais évidemment, il y a toujours des passagers clandestins, et puis il y a toujours des acteurs qui ont joué le jeu, mais euh, voilà, en le comprenant à leur façon. Donc effectivement, cette question se pose. Normalement, aujourd'hui, dans les textes, c'est l'organisme tiers indépendant qui doit faire un audit au bout de 2 ans, qui peut dire, bah là, attendez, vos formulations, etc. Mais en pratique, c'est quand même assez rare. Et donc, il y a quand même une tolérance qui est très large. Peut-être qu'il faudrait effectivement clarifier, hein, donc la communauté des entreprises à mission, qui est un peu l'organisme de référence, on fait un travail pour essayer voilà, d'aider les personnes à évaluer, requalifier leur mission. Mais il y a du travail. Voilà, il y a quand même beaucoup d'entreprises qui ont une mission beaucoup trop large, en tout cas qui sort du champ de leur activité. D'accord, parce que ma question derrière ça, c'était quel est le risque que les entreprises prennent à dire qu'elles sont société à mission? Oui, alors en fait, c'est-à-dire que paradoxalement, aujourd'hui, plus on est vague, moins on prend de risques. Parce que si je veux contribuer à la paix dans le monde, comme tout le monde comprend bien que mon rôle est mineur, dans ce cas-là, on peut pas. Oui, j'exagère, hein, parce que c'est rarement aussi large. Mais alors que si je dis, bah, effectivement, je suis sur un chemin où à horizon de 5 ans, je veux arrêter, bah, par exemple, je continue sur la vigne, d'arrêter, voilà, tel pesticide, tel machin, pour être, etc. Là, effectivement, je m'engage. Et si je l'ai pas fait, je vais être facile à repérer, quoi. Hein. Donc, si vous voulez, c'est beaucoup plus facile de donner de l'argent si on en a pour des causes, des bonnes causes, que de mettre le nez dans son activité. C'est ça. Hein. Et donc la notion de mission, c'est effectivement de dire ce qu'on fait, de faire ce qu'on dit, et de le faire en lien avec ce qui nous regarde. Hein. De la même manière, vous voyez, par exemple, on trouve dans certaines missions des choses très sympathiques du type, voilà, contribuer à la QVCT des salariés, enfin, etc. Mais enfin, c'est des choses, il n'y a pas besoin de la mission pour ça, c'est déjà dans les textes. Et c'est pas sauf si vous êtes une entreprise d'insertion, votre mission, c'est pas la QVCT de vos salariés. Ça, c'est une externalité avec laquelle il faut composer et vous devez assurer. Mais c'est pas pour ça que l'entreprise existe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a une confusion des genres. C'est même une obligation. Absolument, oui, oui, c'est pour ça que le mettre dans la mission, c'est à la fois redondant, abscon, enfin, etc., dans l'absolu.
Moi, j'ai une petite question aussi sur les questions de mission. Est-ce que vous avez observé dans les entreprises à mission que vous avez étudiées une prédominance, plutôt dimension sociale, plutôt dimension environnementale, plutôt gouvernance? Est-ce que vous voyez une prévalence de dimension de la durabilité apparaître? C'est des choses qu'on a chiffrées, hein, qu'on a codées à partir des missions. C'est relativement réparti. Il y a pas de choses, voilà, absolument. Un des points qui est moins représenté et qui est peut-être un enjeu, c'est en lien avec la responsabilité territoriale des entreprises, c'est effectivement le lien avec le territoire. Et c'est un des sujets qui, à mon sens, mériterait d'être mieux reconnu. Hein. Voilà, dans des préétudes, j'ai vu comme ça des entreprises qui défendaient leur inscription territoriale au-delà de l'intérêt fiscal et au-delà de l'intérêt éventuellement logistique. Et c'est peut-être quelque chose qui aurait du sens aussi pour que les collectivités justement enfin, aident, soutiennent des entreprises qui, dans leur statut, justement, mettent cet engagement territorial. Et ce qui protégerait aussi les collectivités, parce que combien de fois on a vu des entreprises profiter du soutien d'une collectivité, puis filer ailleurs après. Si c'est dans les statuts, dans ce cas-là, il y a un engagement qui a une valeur juridique, donc c'est intéressant. Très bien. Donc, je vois dans le chat, on nous dit Rouen Métropole vient de devenir premier territoire à mission. Donc, ça vient Bon, compléter ce que vous expliquez. Bah, merci oui, beaucoup, Arnaud. merci. C'était très, très intéressant.